Chers petits observateurs, vous savez ma passion pour déjà un petit peu les voitures japonaises, mais encore plus pour aussi les voitures de Fast and Furious. Ça fait longtemps que je veux faire une R34, bien que nous avons beaucoup de retard sur les voitures qu'on fait le mercredi avec vous, les petits observateurs. J'ai pas trouvé de R34, et donc là, vu qu'on est avec Franck de Movie Car Central, comment tu vas Franck? Ça va, là on est dans ton musée. Non, je suis garé là par hasard, c'est bien comme endroit. Ouais. C'est bizarre, il y a toutes les petites copines juste là-bas. Comme par hasard. Et donc je me suis dit, voilà, autant faire une R34, autant faire celle de Fast and Furious et autant la faire avec toi. Parce que je l'avoue, ça fait longtemps sur nos vidéos du mercredi que j'ai envie de faire cette voiture. Et c'est un peu une licorne, hein. C'est compliqué d'en avoir une en Ile-de-France en tout cas, qui soit disponible. Donc voilà, c'est vrai que tu sais peut-être pas et t'as peut-être pas réfléchi. Tu sais, il y a toujours notre petit détail. C'est quoi le petit détail que t'aimes sur cette voiture? Qui m'enchante. Ouais, qui t'enchante, voilà. Voilà, c'est ça. C'est bon, tu regardes. Alors déjà, c'est pas mon délit, donc je la prends pas tous les jours, malheureusement, j'aimerais bien. Le détail qui m'enchante sur cette voiture, c'est les 4 roues directrices, le système ICAS, parce que c'est très surprenant. J'ai jamais conduit d'autres voitures avec 4 roues directrices, donc je sais pas si c'est comme celle-là. Mais elle, vraiment, tu tournes le volant, elle pivote sur elle-même comme une toupie. Et ça, en fait, ça te facilite le drift d'une certaine manière? En fait, ça rend l'arrière plus mobile. Okay. Je dis pas que c'est fait pour le drift, parce que je pense pas que c'était ce que cherchaient les Japonais quand ils l'ont fait à l'époque, mais c'était de pouvoir tourner de manière plus vive, en tout cas, et raccourcir l'angle du virage, j'ai envie de dire. Okay. En tout cas, c'est ce qu'on ressent au volant. Et en fait, t'as l'impression que le cul décroche, alors qu'il décroche pas, il est parfaitement là où il doit être. Okay. Mais c'est une sensation qui est inhabituelle, en tout cas, voilà. Donc, vous pourrez nous dire si vous avez une autre voiture d'une autre marque à ce système, c'est ça, que ça fait la même chose. Ouais. En tout cas, là, tu mets le coup de volant et en fait, t'as l'impression d'avoir un axe au milieu de la voiture et que la voiture tourne sur elle-même. Ok, très stylé, mais tu vois, j'adore cette voiture et je savais pas, honte à moi. Alors, on va faire un petit point sur la R34. Donc, Nissan, au fur et à mesure, il y a la R33 déjà qui était mythique, la R34. Après, ça dépend des générations. Chaque génération a un petit peu, on va dire, son Graal. Elle est de quelle année à peu près cette voiture du coup? Celle-ci, celle-là même. Celle-ci déjà pour. Elle est de 2002. Ok, et tu sais quand est-ce qu'elle a commencé exactement la R34 phase 1 ou... 34, elle a commencé de mémoire en 98-99. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des voitures quand même, parce qu'esthétiquement je trouve qu'elle a plutôt bien vieilli, qui ont 25 ans quoi, ça devient des vieilles voitures. Ils arrivent dans les 25 ans là, ce qui permet leur exportation aux États-Unis et ce qui explique aussi pourquoi la cote est en train de... Là moi c'est pas vraiment un choix, je voulais pas une GTT parce que je pouvais pas me payer une GTR, c'est que cette voiture était dispo sur le marché en 2019. Telle que, c'est-à-dire qu'elle a été repeinte complètement dans la vraie teinte du film, qui est une teinte d'une boîte qui s'appelle House of Color. Donc c'est pas juste un gris métallisé, c'est le même que le film, et le mec a vraiment retrouvé les mêmes jantes, tout le kit carrosserie C-West. Donc c'est l'occasion qu'elle fait le larron, c'est-à-dire qu'au début je croyais même que c'était une GTR honnêtement, parce qu'elle a... c'est tout le truc, ouais. L'écran, tout. Et en discutant avec le mec, il me dit non, c'est une GTT que j'ai transformée. Je me suis dit bon, en même temps, vu le prix où il la vendait à l'époque, on l'a payé 60 000 €, je crois. Ce qui était cher pour une GTT, mais quand tu comptais les 20 balles de matos qui étaient dessus entre le kit, les jantes et compagnie, ça faisait du sens. Et aujourd'hui, je pense que ça fait encore plus de sens. C'est loin d'être une mauvaise affaire au final. Mais c'est sûr que ça aurait été encore mieux si ça avait été une GTR en dessous. On va en parler après du moteur et puis on parlera aussi pour les gens qui laissent pas en GTT, GTR. Sur l'extérieur, je vais vraiment poser les questions en dehors du côté Fast and Furious. D'un point de vue esthétique, tu trouves que c'est quoi toi ton petit détail de l'extérieur? Tu la trouves jolie? Tu trouves qu'elle a bien vieilli? Ouais, elle a des proportions. Alors après, est-ce que c'est parce que on est influencé par le fait qu'on a aimé Fast and Furious? Je sais pas, mais par rapport à la R33, R32, je trouve qu'elle est plus équilibrée au niveau de la forme. Je trouve qu'elle a un museau plus... Elle a mieux vieilli aussi un petit peu. Enfin bon, là elle a une petite carrosserie en plus, donc mais il y a quand même les phares, on va dire que ça c'est d'origine, donc son regard il est quand même vachement fort, je trouve. Il est encore assez contemporain avec cette vitre aussi à l'intérieur noire et tout. Ça la rend, on a presque l'impression comme si tu pouvais mettre des LED d'une certaine manière. Elle a plutôt bien vieilli quoi. Non, elle a des proportions qui sont vraiment magnifiques. Et la grosse surprise, bon ça on l'abordera peut-être après, c'est que de l'extérieur, ça fait grosse voiture. Quand t'es dedans, t'as l'impression d'être dans une Golf GTI, quoi. C'est tout petit. En fait, il y a plein de choses au niveau des proportions. C'est vrai que c'est intéressant que t'en parles parce que quand on a vu le film, t'as l'impression que c'est quand même une grande berline. Finalement, avec aujourd'hui des voitures, c'est à peine plus grand qu'un 3008. Non mais tu vois, ça fait 4,60 m, donc c'est pas une très grande voiture ce genre. Très long capot. Ouais. En fait, et après tout est tassé derrière. Ouais. Bon, on s'est fait la réflexion avec Renault, elle est plutôt petite presque, elle est très basse pour le coup. Et bon, il n'y a pas de porte à l'arrière, donc pour le côté familial c'est un peu plus compliqué. Et l'arrière, bon,
c'est aussi, est-ce que tu peux mettre les feux de position juste pour, parce que c'est quand même, c'est un peu le truc à la Ferrari japonaise quoi, d'une certaine manière, mais voilà. Ça et en guillemets les néons bleus quand il arrive dans le film, enfin c'est quelque chose quoi, c'est des souvenirs, ça parle à beaucoup de gens. C'est vrai que ces feux arrière, ils sont... ça laisse des traces. Alors après, il y a plein de voitures japonaises qui avaient ça, je crois. C'était quoi? Il y avait une berline qui n'était pas la Skyline, une autre berline japonaise qui avait aussi ces 4 feux-là. Je ne sais plus le nom en tête. Il y avait aussi une voiture pas française, américaine qui avait des feux comme ça. Mais c'est vrai que bon, on se souvient surtout d'elle. Ouais. Mais c'est vrai que ces années-là, il y a eu beaucoup, jusqu'à la Mégane d'une certaine manière, qui avait un peu des feux comme ça avec 2 ronds. C'était un petit peu le truc de singer, ça faisait voiture sportive. Mais moi, je vais être vulgaire, mais elle a un cul, c'est incroyable quand même. Enfin, je sais pas, moi je la trouve très bien dessinée. Quoi. Ouais, non mais tu vois, franchement, non mais elle a bien vieilli, elle est encore super bien dessinée. C'est impressionnant. Le dessin, je trouve, est un peu un coup de génie. Après, encore une fois, la R33 est pas très loin. Mais les petites différences entre les deux qui font que ça est plus carré. La R33 est plus bio-design. Et même au niveau des feux, la R33, il y a un genre de décroché qui fait que ça change beaucoup. En fait, là, tu as l'impression que. Alors, je sais pas exactement comment ils ont fait, c'est du plastique. Ouais. En fait, je pense que limite, le plexi derrière est peut-être tout du long. Peut-être que tu sais mieux que moi, tu as peut-être démonté. Mais tu as vraiment l'impression que c'est un cache qu'ils ont mis par-dessus. Mais. Au loin, tu as vraiment l'impression que c'est 2 ronds comme ça. Et, enfin, ça vraiment de la gueule. Au niveau de l'arrière, bon, il y a un kit carrosserie très spécifique. Il y a la plaque, il y a la sortie aussi qui est gigantesque. Là, tu peux mettre ton point. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'on appelait communément le pot William Saurin. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est une boîte de conserve, le truc. Conserve. Ah, c'est énorme. Ouais, la plaque, pour la petite histoire, c'est pas celle de la voiture dans le film. C'est la plaque qui normalement est sur la Testarossa de Flic à Miami, ça. Ok. Sauf que moi, j'ai une Testarossa européenne avec la forme de la plaque européenne dans le pare-choc, donc tu peux pas mettre ça dessus. Et comme j'avais pas la bonne plaque, mais que c'est une plaque floridienne et que dans le film ils sont en Floride, je me suis dit. Tu t'es dit, ouais, ça fait le côté, effectivement. On peut ouvrir le coffre, c'est assez rare de voir exactement la taille que ça fait. Je crois qu'il manque la moitié, normalement, tu dois l'avoir. Ah, c'est bon, je l'ai. Ok. Bah, il y a une bâche quoi. Mais le coffre, juste pour qu'on ait une idée. Ouais, en fait, il est pas minuscule, il prend toute la place ici. Ok. C'est un coffre de berline moyenne quoi. Okay. On va parler de GTT, GTR pour les gens qui connaissent pas. Qu'est-ce que ça change réellement entre une GTT et une GTR? Alors entre la GTT et la GTR, déjà on verra l'intérieur après, mais tu as l'écran en plus sur le tableau de bord avec toutes les jauges, enfin en tout cas à partir de la R34, parce que la R33 l'avait pas ça je crois. Et d'ailleurs les jauges qui étaient, tout le système avait été designé par les mecs qui avaient fait Gran Turismo. C'est marrant, collab entre Nissan. Polyphonie digitale je crois. Ouais. Et d'ailleurs Nissan continue de nouveau là sur tout leur aspect software pour les années 2023-2024. C'est pas encore dessus, mais par exemple, normalement ça va être aussi Sony derrière qui va bosser. Donc ça c'est le moteur de la GTT. Donc, ça c'est une GTT, donc c'est un RB25. Sur la GTR c'est un RB26, donc 25 2,5 litres, 26 2,6 litres. Donc tu vas me dire 0,1 ça change pas grand chose. Là où ça change c'est que la GTR elle a 2 turbos, donc elle a une courbe de couple qui est plus lisse on va dire. Ça charge plus tôt et ça pousse plus fort après. Le RB26 est modifié au niveau de la culasse, au niveau de tout un tas de choses. Là pareil, je suis pas assez spécialiste pour aller te dire des choses, donc je laisserai les abonnés combler les brèches et nous expliquer tous les détails que j'explique pas là. Mais en tout cas, ça s'appelle le RB25 Neo. Parce que donc il y a eu plusieurs générations, la R32, R33 et compagnie, et là c'était la version sur la R34 qui était un peu dépolluée avec plus de performance quand même. Enfin voilà, c'est un moteur qui est très réputé et d'aucuns disent qu'a priori il est moins fragile que le RB26. Le RB26, je sais pas pourquoi, il a une réputation d'être fragile. Donc face au 2JZ qui lui est en gros indestructible quoi. C'est indestructible. Ouais c'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit aussi moins de prépa sur des Skyline. Ok ouais parce que la Supra, les 1000 chevaux, c'est... C'est intéressant ce que tu dis pour les prix. Je sais pas à l'époque
combien coûtait une Supra versus une Skyline. Je sais pas s'il y avait 10 000 d'écart, 20 000. J'arrive pas à me rendre compte non plus, c'est pour ça que je me dis. Ouais. Allez-y dans les commentaires si vous avez même peut-être bossé une fois un genre en concession dans cette époque-là, même si. Parce que nous, on a été confrontés à toutes ces voitures-là directement avec le monde du tuning. C'est ça. Les bagnoles, donc rien d'origine, donc il y a une fortune investie dedans, mais c'est vrai que les voitures d'origine. Stock. C'est intéressant de savoir où est-ce qu'elles étaient les unes par rapport. Ouais, totalement. Ouais. Mais donc la GTT, ce qui est rigolo, c'est que dès que tu dis que t'as une GTT, tout le monde c'est pas une GTT. Toi, je me rappelle quand tu l'as acheté, t'avais vu Akram et tout. Enfin, c'est tout de suite, c'est une GTT. Ouais, non, mais bon, il y a un moment, faut remettre les choses à leur place. C'est déjà incroyable. Hein. Alors, la GTR, c'est une licorne, c'est sûr. Mais la GTT reste une voiture. T'es en 1998, t'as une bagnole qui fait 280 chevaux, c'est pas mal déjà. Et ce qui est drôle, les voitures faisaient pas toutes 500 chevaux comme aujourd'hui. Et est-ce que tu sais, en guillemets, juste en la débridant, parce que c'était le Japon qui les bridait, combien, sans faire de grosses prépas, elles montent à combien de chevaux assez facilement? Alors, on sait que les GTR, si elles n'étaient pas bridées, logiquement, et puis même sans être dans l'état, tu la passes au banc, elles font toutes dans les 320, 330. Ok, déjà. La GTT, honnêtement, en fait j'ai cherché, il y a très peu d'infos sur les GTT sur le web. C'est quand tu cherches un peu les essais d'époque et tout, il y a vraiment, t'as pas beaucoup d'infos sur ni les perfos, ni le prix, ni donc c'est vrai que c'est un peu un mystère cette voiture. Et donc là on a un turbo a priori d'origine chinoise, mais qui n'est pas un HKS, qui n'est pas un truc marqué, donc il marche, mais on sait pas trop ce que c'est. Mais donc tu me demandais la puissance, on a le passage au banc, on nous a donné tous les papiers du passage au banc qu'il a fait, elle fait 400 chevaux. Elle sort 400 chevaux, ce qui est, alors encore une fois, aujourd'hui 400 chevaux. Ouais, mais elle est légère aussi, enfin par rapport aux voitures d'aujourd'hui aussi, tu vois. Ouais. C'est 400 chevaux là-dedans, ça marche bien. Et 400 chevaux en turbo et tout, enfin c'est... Ce qui est rigolo, c'est que, tu vois, on a la Supra, on a elle et on a la l'Evo. Donc on a 3 voitures très différentes. L'Evo part vachement plus tôt dans les tours, alors qu'elle a que 330 chevaux, mais genre t'appuies, ça part, mais à partir de 3000 tours ça charge de fou. Elle, il se passe rien avant 5000 tours, mais vraiment rien. C'est-à-dire que t'as l'impression d'avoir un poumon, et à partir de 5000 tours elle commence gentiment à monter, là on le voit dans la vidéo d'Akram quand je lui explique comment ça marche. Ça part d'un coup. Et par contre 5, 6, 7 ça donc la plage d'utilisation est assez restreinte. Elle est plus dure à conduire que l'Evo. Je la trouve plus compliquée pour la tenir à la limite et vraiment profiter de ses performances. En plus, elle n'a pas 4 roues motrices. Donc c'est plus une voiture, on va dire, de pilote, celle-là. Faut pas la mettre entre toutes les mains. Ouais. C'est moins plug and play. L'Evo, tu mets n'importe qui au volant, le mec, il va te sortir des folies. Parce que tu parles de pilote, parce que je profite, on est chez toi, donc Pop Central, c'est dans le sud de Paris, à Étréchy, c'est ça? Oui, Étréchy. Étréchy. Je sais pas si c'est encore possible ou pas, mais tu faisais des stages avec quelqu'un qui conduit la voiture, même la DeLorean et tout, c'est encore possible? Vous faites sur ton site internet ou... On les fait encore, donc il y a une quinzaine de voitures sur le site qu'on propose, donc parmi les 50 voitures qu'on a, c'est-à-dire qu'il y en a qu'on ne propose pas au roulage. La Jeep de Jurassic Park par exemple, parce que c'est pas forcément très intéressant. Le van de Scooby-Doo, pareil, c'est pas vraiment d'intérêt. Donc il y a des voitures qu'on ne propose pas, mais par contre on a quand même 406, 407. 406, 407, les gens peuvent les conduire. Ils peuvent conduire la Dodge. Ils peuvent les conduire eux-mêmes ou ils sont passagers là? Ils conduisent, c'est eux qui sont au volant et nous on monte à côté en passager. Et la Skyline? La Skyline fait partie du lot, l'Eclipse, la Jetta, en fait toutes les Fast and Furious quasiment sont conduisibles, à part la Supra parce que beaucoup trop compliquée, puis elle est même pas road légale du tout, il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien. La Ice Charger et la Off-Road Charger non plus parce que c'est vraiment trop over the top et puis c'est compliqué à conduire, mais tout ce qui est des voitures entre guillemets normales, on propose effectivement de les conduire. C'est vrai que c'est très particulier, tu m'avais laissé, je sais pas, il y a peut-être 4 ans, juste faire un petit tour avec l'Eclipse et on se rend pas compte à quel point par rapport aux voitures d'aujourd'hui qui sont très aseptisées, à quel point c'est presque une voiture de course quoi. Vraiment c'est très particulier quoi. Ça réagit. Ouais, tout est dur en fait, mais c'est très cool parce que tu sais en fait, t'as l'impression que tu montes un cheval un peu, t'as vraiment l'impression de faire corps avec la voiture quoi. On va peut-être faire un petit tour à l'intérieur. On a fait une grosse partie moteur pour les puristes et tout. Voilà, vous avez quelques infos. Après, elle est aussi en version Fast and Furious, ce qui fait qu'elle est différente sur pas mal de choses. Je vais te laisser aller au poste du conducteur. Hop. Donc là, de base, c'est pour ça d'ailleurs que le siège a une couleur différente. Parce que là, on voit que c'est bleu et gris, donc ça veut coller le film. Normalement, ici, il y a des bonbonnes de noces. Donc le précédent propriétaire a poussé la réplique jusqu'à faire l'intérieur de la même manière que le film. Tu as donc cette couleur vraiment reconnaissable
avec le bleu et le gris qui font le rappel de l'extérieur de la voiture. Et là, on a juste mis un siège baquet, effectivement, pour pouvoir accueillir l'instructeur qui est en passager pour les tours de voiture. Est-ce que de base, sur une GTT ou une GTR, il y a des sièges baquets à l'avant quand même ou... Oui, c'est des baquets, mais des baquets de l'époque, donc ils sont pas hyper enveloppés. Ok. Ils sont jolis. Parce que c'est vrai que quand on voit l'arrière, qui est quand même plus d'origine, là, ça fait très berline finalement derrière. C'est une banquette de berline. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Elle est un peu creusée, mais c'est... Ouais. Effectivement, elle est un peu creusée. Je vais m'asseoir. Là, forcément, la voiture aussi, entre le baquet et le fait qu'elle soit plus basse, ça la rend plus sportive que ce qu'elle est de base, on va dire. Donc l'intérieur, c'est un peu un mélange d'une GTT GTR, c'est ça? Oui, les deux voitures sont exactement pareilles, à la différence de donc les compteurs. Là, on a même des compteurs Nismo qui apparemment sont encore plus rares. Donc c'est des compteurs Nismo. Nismo, effectivement, qui ont été installés aussi par le précédent propriétaire. Et donc je sais même plus comment ça s'appelle ce système, donc qui est l'espèce de... C'est un peu non, il n'y a pas la nav, peut-être pas. C'est là où il y avait le menu où tu sais l'éjecteur, le turbo, le truc et tout. Exactement comme dans la R35, enfin la GTR d'aujourd'hui, quoi. Où effectivement, tu as tous les trucs. C'était la première version qui recevait quelque chose comme ça. Et tu pouvais mater la télé. Tu avais un bouton TV, a priori. Donc là, je sais pas du tout si c'est que le système est cassé ou si juste il s'est pas emmerdé à le brancher, mais en tout cas, il n'y a rien qui fonctionne. Mais c'est un système d'origine. C'est le système d'origine. C'est pas parce que c'est vrai que dans ces années-là, dans les années 90-2000, ça y allait avec des trucs qui sortaient des écrans et tout. Dans le film, tu as un truc qui sort en dessous et d'ailleurs, on l'a. On en a un en rap. C'est vrai, il avait des trucs en plus et ça, il sortait comme ça, il prenait cette place à peu près. Il y avait un système. Il y avait un système comme ça aussi, un accéléromètre, sauf que dans le film il est d'une autre couleur je crois, mais c'est à peu près le même modèle. Donc ils le vendent tous par mois du coup. Ouais, le truc était par là, pour avoir ces accélérations en temps réel. Tu avais 3 grosses jauges qui étaient sur le côté passager, on les a aussi... Ce que je me disais, parce que c'est vrai que les Fast and Furious c'était un peu légion d'avoir le turbo, le truc, la pression d'huile un peu partout quoi. Et donc les 3 bonbonnes de noces là où t'es assis. Je suis assis sur le noce. Ouais. Et après, l'un dans l'autre, en dehors du côté Fast and Furious, je trouve que ça reste une berline à peu près normale, quoi. Il n'y a rien de très spécifique. C'est très japonais, quoi. C'est dur, c'est costaud, mais... Non, c'est sérieux, voilà. J'ai envie de dire, la qualité est pas meilleure que dans une autre Nissan de l'époque, je pense, mais ça fait le taf et ça tient en fait dans le temps. Ouais, c'est pas dégueu quoi. Il y a pas de bruit de mobilier. C'est toi qui as beaucoup de voitures de un peu toute nationalité, t'as l'impression, parce que t'as quand même pas mal de japonaises, que dans les plastiques, les trucs, ça tient quand même bien dans le temps, parce qu'il y en a beaucoup qui ont 15, 20, 25 ans. Tu sens que la finition était faite pour durer, parce qu'il y a pas de, comme je disais, il y a peu de bruit de mobilier, que ce soit dans ça ou dans la Supra. C'est un peu le même acabit. L'Eclipse très différent, parce que l'Eclipse a été fabriquée aux États-Unis. En fait, c'est pas vraiment une japonaise, c'était vraiment une joint venture entre Eagle et Mitsubishi. Elle s'appelait la Eagle Talon aussi aux États-Unis, l'Eclipse. Et du coup, là, tu as une finition américaine. Ah ouais, direct. C'est fou, hein, franchement. Direct, ils mettent leurs pattes, on va dire. Ouais. Ok. Après, le volant, forcément, c'est un volant. Donc là, pour le Fast and Furious, avec les boutons. Ouais, il y en a un qui a disparu là dernièrement. Parce que c'est le truc dans le film, il appuie. Il appuie les deux en même temps. Pour avoir encore plus de puissance. Toujours plus. Ouais, c'est un peu ça. Si ça marche pas avec un. Autant en mettre deux, quoi. Ok. Je sais pas, je regarde les détails, mon boîte 6 vitesses avec le petit pommeau. Non, ça c'est la blague, c'est que la GTT c'est une boîte 5, mais ils ont mis le pommeau de la 6 pour vraiment faire croire. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui rentre là-dedans pense que c'est une GTR à cause de ça, et du pommeau, et puis l'extérieur, il y a les ailes plus larges de la GTR aussi. Ouais, donc moteur, forcément, les ailes, le compteur, bon là, t'es carrément Nismo, l'espèce de, on va dire, télé, turbo, tout ce qu'ils donnent. L'infotainment. L'infotainment, voilà. Le pommeau, et après pour le reste elles sont similaires quoi. Ouais. Il y avait des histoires de peut-être une qui a la clim, pas la clim, je sais pas, c'est vraiment des détails. Elle y est, mais je pense qu'elle y est aussi sur la GTR, okay. Ça change. En tout cas merci beaucoup, moi c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis longtemps, la R34, parce que je sais pas si, je pense que t'es un peu comme moi, t'aimes beaucoup cette voiture, je sais pas si c'est les films, le temps qui fait que on a ce côté, on la met sur un piédestal, mais... Je pense que le film y est pour quelque chose, mais pas que, parce que tu vois, si tu demandes aux gens c'est quoi leur voiture préférée de la saga Fast and Furious, 90% ils vont te répondre celle-là, alors que tu la vois 2 minutes dans le film, elle est que dans l'intro du 2, le 2 est pas considéré du tout comme le meilleur film de la série.
alors que tu t'attendrais plus à avoir la Dodge Charger ou la Supra, tu vois. Ouais, c'est drôle comme la Supra, elle a moins marqué. Tu la vois vachement plus. Et l'Eclipse aussi, moins, alors que c'était le premier film. Là, les gens, ils sont dingues de cette voiture. Donc je pense que c'est bizarre. Le film l'a aidé, mais la bagnole en elle-même. Ouais, il y a quelque chose. Il y a un truc. Ouais, parce que l'Eclipse, d'une certaine manière, ça peut être un peu le côté pseudo truc ricain, la tuning. Supra, elle était vendue aux États-Unis, en Europe, donc c'est moins un mythe. Celle-là, c'est genre le fruit interdit, tu vois. Ouais, non, mais il y a tout ça, quoi. Et donc, pour finir sur les prix, c'est ce qu'on a un peu commencé par ça. Vu qu'il y en a plein qui ont mis au Canada et aux États-Unis dans des hangars, maintenant, la cote, c'est quoi un peu une GTT, une GTR en fourchette? Honnêtement, je sais que GTT, à l'époque où j'ai acheté la mienne, ça se trouvait facile en bon état à 30 000, 35 000. Après, ça dépend beaucoup du kilométrage. Nous, la nôtre, elle a vraiment 38 000 km, donc elle est neuve. Elle a très peu de bornes. C'est pour ça aussi qu'on a accepté de la payer un peu plus cher. Aujourd'hui, GTT, j'ai pas regardé le marché pour être honnête, mais par contre, les GTR, vu qu'on les voit payer la chronique régulièrement, t'as la vraie de Paul Walker, la bleue du 4 qui est partie, je crois, à 1, j'ai pas le prix, mais c'était un truc énorme. C'est même plus de millions, je crois. Et tu trouves. Je pense qu'une GTR aujourd'hui, t'en trouves plus une en dessous de 100 000 de base, et les versions un peu spéciales quand ça montait à 200, 300, 400 quoi. Non mais honnêtement, le 2, moi, plus ça va, plus je l'apprécie. Quand je l'ai vu au Cinoche, j'ai fait c'est moins bien que le 1, et plus ça va, plus je trouve que l'ambiance qu'il y a dedans, elle est cool, c'est vachement léger et tout. Et puis les voitures, les couleurs et tout, c'est con, hein, mais c'est toute une ambiance, quoi. Et moi aussi, j'aime beaucoup. Ça a été cringe pendant longtemps, et là ça revient à la mode. Je suis d'accord. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie. N'hésitez pas à venir à un Pop Central, il y a de quoi faire ici. C'est ouvert, voilà. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques temps avec grand plaisir. Plein de bonnes choses pour la suite. Ciao. Salut. N'hésitez pas aussi à vous abonner à POA. Il y a la chaîne aussi Move Car Central, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une vidéo un peu particulière, effectivement, c'est pas une vidéo d'abonnés, si j'ose dire, de petit observateur, mais j'avais envie de faire cette R34. C'est vraiment, comme j'ai dit tout le long de la vidéo, un peu une licorne. N'hésitez pas aussi à envoyer un mail à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com, et puis on fera votre voiture ici ou ailleurs. Ciao.